Alors, Jean-Marc Zulesi, les questions sont certainement nombreuses et j'inviterai la salle à les poser. Des questions qui tournent d'abord autour des suites de la loi dont vous avez été le rapporteur à l'Assemblée nationale, qui a été ensuite enrichi par le Sénat. Des questions sur le financement des services express régionaux métropolitains et des questions sur leur gouvernance. Euh, alors, on va commencer par les suites de la loi. Sous l'impulsion du Sénat, et ça a été ensuite validé en commission mixte paritaire, le principe d'une conférence de financement qui doit se réunir avant la fin juin a été posé. Qui va en prendre l'initiative? Est-ce que vous avez des nouvelles de son organisation? Bonjour à toutes et à tous. Je vais bien répondre à votre question, mais permettez-moi de saluer le président Leroy, saluer les élus, toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cet événement, dans un lieu qui me touche particulièrement parce que bien que député des Bouches-du-Rhône, j'ai fait mes études supérieures en Alsace, à la fois à Mulhouse et aussi à Strasbourg. Je souhaitais aussi m'excuser de ne pas être là, puisque ça m'aurait permis de joindre l'utile et le très agréable. La proposition de loi que j'ai portée sur les services express régionaux métropolitains, vous l'avez dit, elle vise à la fois à bien définir ce qu'on appelle un service express régional métropolitain, en s'appuyant sur la complémentarité des modes de transport permettant d'accélérer eh bien, la dynamique autour de notre ambition sur les transports du quotidien. Un deuxième pilier très important permettant de faire entrer un nouvel acteur, notamment la Société des grands projets, Société du Grand Paris qui s'appelle désormais Société des grands projets pour faire de la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, troisième sujet, un volet de simplification. Ce n'est pas le grand soir de la simplification, mais ça permet quand même de pouvoir améliorer un certain nombre de procédures. Vous l'avez dit, grâce à un travail que nous avons fait main dans la main avec les sénateurs, nous avons su enrichir ce texte de loi, la proposition de loi que j'ai initialement déposée, notamment sur un volet qui sera crucial dans les mois à venir, c'est le sujet de la conférence de financement, puisque au-delà de l'engagement du président de la République, puisque ce texte de loi répond aussi à une promesse du président de la République Emmanuel Macron de pouvoir eh bien, lancer au moins 10 RER métropolitains sur le territoire national, au-delà des CPER qui ont été annoncés, près de 800 millions d'euros pour financer une partie des études de ces services express régionaux métropolitains. La question du financement sera au cœur des discussions au cours de l'année 2024 et la mise en place de cette conférence de financement doit se réaliser, doit se constituer, doit s'organiser avant juin 2024. À ce stade, d'ailleurs, ce n'est pas à moi en tant que député de vous annoncer la date, mais une chose est sûre, c'est que après avoir travaillé main dans la main aussi avec Clément Beaune en faisait une priorité, et je ne doute pas que là où le ministre qui suivra considérera ce sujet comme prioritaire, de sorte à ce que nous puissions donner des gages le plus rapidement possible sur le financement à la fois de l'infrastructure en tant que telle, mais aussi du service. On y reviendra sans doute parce que le sujet des RER métropolitains, c'est la raison pour laquelle on a rajouté le S de service, c'est avant tout un sujet de complémentarité des services. Et d'ailleurs, nous n'avons rien inventé puisque Strasbourg l'a fait avant nous. Alors, il y a la loi, il y aura aussi les décrets. Euh, Est-ce que là aussi, vous avez des nouvelles de ces décrets? Est-ce que vous avez peut-être des souhaits, puisque ces décrets, je suppose qu'ils ont vocation à préciser la définition que la loi a déjà donnée sous l'angle de la complémentarité entre les modes. Ces décrets, on nous parle beaucoup de la labellisation qui pourra en ressortir. Comment, qu'est-ce que vous en attendez? Il y avait un engagement très fort de sortir le décret le plus vite possible à partir du moment où effectivement un ministre des Transports est nommé.
Et donc, pour moi, il me semble qu'il faut respecter la parole de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui vise non seulement dans la labellisation à faire confiance au territoire, à faire confiance à nos élus locaux, à nos élus régionaux, à nos élus qui siègent dans les autorités organisatrices de la mobilité, à nos maires aussi, de sorte à ce que les projets de services express régionaux métropolitains émanent des territoires. Donc ça, c'est le premier sujet, ce qui veut dire aussi, et désolé de toujours me ramener à des choses qui marchent, mais le projet, c'est plus qu'un projet, la réussite du CERM, du RER de Strasbourg, c'est aussi une entente politique très forte. Donc le premier sujet, il me semble, dans le cadre du décret permettant de clarifier sur la labellisation, c'est le sujet des territoires. Le deuxième sujet, vous l'avez dit, c'est le fait de pouvoir montrer une complémentarité des modes de transport. La priorité, c'est l'ossature ferroviaire, et donc ça, j'ai vraiment insisté dessus pour qu'on mette le train au-dessus de tout, mais après, il faut assumer le fait que le train ne pourra pas aller partout. Et donc, dans ces cas-là, il faut s'appuyer sur tous les transports, et en particulier des transports collectifs, décarbonés. On a un concept très intéressant de car express, de sorte à ce que nous puissions irriguer d'autres territoires vers l'ossature ferroviaire, permettant de dynamiser l'offre ferroviaire. Donc, le deuxième sujet, vous l'avez très bien dit, c'est le sujet de la complémentarité des modes de transport. Le troisième sujet, pour mettre en doute un peu d'innovation aussi, mais c'est de travailler sur la billettique, une billettique unique, parce que on le voit, lorsqu'on prend des transports en commun, c'est toujours très compliqué lorsqu'il faut payer son vélo avec un mode de paiement, ensuite payer son transport en commun avec un autre. Et donc, qu'on a mis dans la loi, c'est le fait que les collectivités territoriales, la proposition de service express régional métropolitain puisse prendre en compte une politique unique. Et puis enfin, le dernier volet, c'est le sujet du financement. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un plan de financement très complet à l'euro près, mais il s'agit de pouvoir avoir un plan de financement qui apporte des gages quant à l'investissement de tous les acteurs, en commençant par l'État, jusqu'aux collectivités territoriales, en mettant, je le sais, et ça sera l'objet de discussion lors de la conférence de financement, et je sais que ça fait beaucoup débat, sans doute le sujet du versement mobilité. Il y aura certainement d'autres questions sur le financement. Euh, Vous avez rappelé cet objectif de 10 RER métropolitains qui a été formulé par le président de la République. Pour notre part, à l'association Objectif RER métropolitain, nous en avons recensé une petite trentaine, y compris de la part de bassins de mobilité d'une taille parfois plus modeste que celle qui était attendue. Est-ce que la porte leur est aussi ouverte et ce chiffre de 10 peut-il être éventuellement multiplié par 2, 2,5 ou 3? Alors, il y a une question, vous l'avez compris, de moyens, et aussi on doit aussi avoir un langage de vérité sur le fait que ces projets doivent répondre aux critères qui seront fixés dans le décret. Ça me semble quelque chose d'important, c'est un gage de qualité, ce qui ne veut pas dire que les projets qui sont proposés ne sont pas de qualité, mais il faut aussi avoir, il y a un principe de réalité quant au financement de ces projets. Donc, il me semble que sur les 30 projets, même si je ne les connais pas par cœur, sans doute que les 30 ne pourront pas être labellisés pour des raisons évidentes sans doute de financement. Ceci étant dit, je pense qu'il y a deux types de projets. Il y a des projets à très court terme qui sont loin, sans doute loin d'être simples parce qu'ils posent plein de questions, mais qui paraissent sur le papier un peu plus simples que l'autre type de projet. Ce premier type de projet, c'est des projets comme on a pu le connaître sur la première phase du RER de Strasbourg. C'est le fait de pouvoir, et je mets le terme simplement entre parenthèses, mais simplement augmenter la cadence et travailler sur la complémentarité des modes de transport sur la base de l'infrastructure existante. Ça appelle sans doute, c'est sûr, c'est certain, à des aménagements, mais ça ne nécessite pas de grands travaux, ça ne nécessite pas de nouvelles infrastructures, ça ne nécessite pas, dans un premier temps, de gares souterraines. Donc ça, c'est le premier type de projet, et sans doute qu'à court terme, il est important de pouvoir aussi bien prendre en compte ce premier type de projet. Et puis après, vous avez des projets de plus long terme, où vous devez faire des infrastructures nouvelles, où vous devez faire des gares nouvelles, où sans doute que
le sujet des quartiers de gare aussi se pose pour travailler sur la complémentarité transport-logement. Et dans ces cas-là, on a une vision, il ne faut pas renvoyer ça à 2050 ou à 2040, mais on voit bien que dans ce cadre-là, c'est des projets qui sont beaucoup plus complexes d'un point de vue de l'ingénierie. Ben, c'est des projets qui sortiront de terre un peu plus longtemps. Donc, je pense qu'il faut voir, il faut écarter aucun projet. Il faut quand même avoir un langage de vérité en disant que seuls seront labellisés ceux qui rentreront dans les critères définis dans le décret. Et puis, deuxième point, il y aura deux types de projets. Ça, c'est mon point de vue. Des projets à court et moyen terme et d'autres projets à moyen long terme. Et donc, les projets comme ceux de La Rochelle, je sais qu'ils sont présents ici, ne doivent pas forcément désespérer dès lors qu'ils répondent aux critères que vous avez rappelés. Excusez-nous, on a eu un problème de réseau à l'Assemblée nationale. Vous étiez en train de me parler du projet de La Rochelle. Je suis Oui, désolé. qui est à titre d'exemple, c'est-à-dire en fait une autre manière de formuler la question, c'est est-ce qu'il y a un seuil en nombre d'habitants pour un bassin de mobilité qui veut être candidat à la labellisation? Non, et donc ça, encore une fois, c'est que mon point de vue, mais moi, je considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de seuil, parce que, certes, il y a le projet, il y a le terme métropolitain dans le texte, mais le, le texte de loi est bâti pour répondre aux besoins de tous les territoires. Et donc, c'est pas parce qu'on n'est pas une métropole, ou c'est pas parce qu'on n'a pas un nombre d'habitants digne de la métropole Aix-Marseille-Provence, pour citer un exemple que je connais bien, qu'on ne peut pas rentrer dans ces services express régionaux métropolitains, bien au contraire, parce que, et ça c'est très personnel, mais politiquement, on a tout intérêt à montrer que cette initiative n'est pas réservée aux grandes villes. Merci. Donc, je m'adresse maintenant à la salle avant de poser une nouvelle série de questions plutôt orientées sur le financement. Est-ce que, mesdames et messieurs, d'ailleurs, je note comme ça au passage, c'est pour le regretter, qu'on ait une assemblée quand même très majoritairement masculine et j'espère que les prochaines journées des mobilités du quotidien d'objectifs RER métropolitains seront beaucoup plus mixtes. Mais voilà, c'était une observation en passant. Madame. euh, Bonjour. Bonjour, cher Jean-Marc Zoulisi. Donc, je suis Noémie Berkoff. J'ai une question. Urban Loop. Vous venez de parler de la labellisation du projet de service express métropolitain et de la nécessité de faire du rabattement sur tout ce qui vont être les différentes gares. Donc, c'était, je crois, dans votre point 2. Pour des projets comme le nôtre, qui sont donc des projets innovants, euh, pas extrêmement capacitaire. Donc, c'est vraiment bien fait pour les zones périurbaines et pour faire le rabattement sur les futurs services express métropolitains. Est-ce que vous avez imaginé une solution pour nous intégrer dans cette labellisation pour que jusqu'au tout dernier kilomètre, on fasse partie du service? La réponse est oui, et pas spécialement Urban Loop, parce que ça serait euh, on posera des questions quant à la manière dont le législateur fonctionne, mais tous les projets innovants, à partir du moment où ils rentrent dans une volonté de désenclavement des territoires périurbains et ruraux, c'est de mémoire, je pense, l'alinéa 6 de ma proposition de loi, eh bien, sont intégrés dans le service express régional métropolitain. Là où s'arrête cette remarque, c'est sur la capacité que vous pouvez avoir, que vous devez avoir, je me permets de donner un petit conseil, d'approcher les collectivités territoriales qui aujourd'hui ont la volonté de déposer un projet de labellisation de services express régional métropolitain parce que, encore une fois, le projet viendra des territoires. Et donc, c'est au territoire de dire, écoutez, dans notre offre de services express régional métropolitain, je prends l'exemple d'Avignon, par exemple, où eh bien, on a été contacté par les équipes d'Urban Loop et on intègre dans notre projet une solution, la solution d'Urban Loop qui permettra de désenclaver les territoires. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas à l'État de venir, et c'est pas ce que vous avez dit, loin de là,
mais ça ne sera pas à l'État ou au législateur d'imposer une solution. Ça doit bien venir des territoires et donc c'est aussi à vous de faire ce travail vis-à-vis des collectivités territoriales. Alors, je crois qu'il y a une autre question Oui, qui nous est posée par l'île de la Réunion. oui, bonjour, Fabrice Waro, conseiller régional de La Réunion. Je représente aujourd'hui Madame Huguette Bello, présidente de la région. Euh, Nous avons bien lu la loi SERM et nous avons vu que malheureusement, il semble que les territoires d'outre-mer et notamment la Réunion en soient exclus pour l'instant. Et je dis pour l'instant parce que j'espère que dans des avancées futures, nous serons pris en compte. Vous savez que la Réunion avait, fut un temps, un train qui a été arrêté en 1976 pour des raisons tout à fait internes à la Réunion et pour faire place au tout automobile. Il y a eu, dans le début des années 2000, une volonté de réintroduire le rail à La Réunion. Malheureusement, l'alternance politique à la région en 2010 a mis fin à ces projets. Une nouvelle majorité a été élue en 2021 et nous avons, dans notre projet de mandature et pour l'avenir de la Réunion, replacé la réalisation d'un train comme quelque chose de très important. C'est une priorité pour notre mandature. Et est-ce qu'il ne faut pas, j'ai deux questions très importantes, est-ce qu'il ne faut pas voir la Réunion, l'île de la Réunion, 2500 km², 870 000 habitants, qui habitent sur 40% du territoire seulement. Donc, vous voyez un petit peu la densité. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui voir l'île de la Réunion comme une métropole? Et est-ce qu'il ne faut pas euh, trouver aujourd'hui les solutions pour que les projets d'outre-mer soient réellement pris en compte au niveau de votre loi ou au niveau du gouvernement, bien évidemment, peut-être sous d'autres formes, puisque la loi, elle est votée, malheureusement, et qu'elle est votée sans avoir pris en compte les demandes des territoires d'outre-mer. Nous savons que ce n'est pas facile, puisque nous n'avons pas de réseau. Donc nous avons déjà une double peine. Nous n'avons pas de réseau, donc nous n'avons pas de financement lié au réseau, notamment la dotation ferroviaire et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons la volonté d'avancer sur des nouveaux réseaux et nous aimerions être pris en compte à ce titre. Merci pour votre réponse. Et merci pour votre question qui, et je reviendrai vers vous si vous le souhaitez, mais le texte de loi, en dehors de la région Île-de-France, s'applique à l'ensemble du territoire national. Donc moi, je suis prêt à travailler avec vous pour que vous puissiez me partager les arguments qui feraient que le texte ne s'appliquerait pas euh, sur ce beau territoire français. Mais moi, je suis prêt à travailler avec vous de sorte à ce que vous puissiez travailler, pourquoi pas, à une labellisation s'il le faut, et que vous puissiez me partager les difficultés que vous rencontrez. Euh, je ne connais pas votre projet, mais j'ai pu me rendre sur d'autres territoires d'outre-mer. Je pense notamment à la Guyane, où vous n'avez pas du tout de transport ferroviaire. Et donc moi, je considère que là, notre responsabilité, c'est de pouvoir accompagner tous les territoires, qu'ils soient d'outre-mer ou d'hexagone. C'est à nous d'accompagner cette dynamique-là pour que nos politiques publiques s'appliquent partout. Donc moi, je vous tends la main et j'ai aucune difficulté à ce qu'on puisse en parler ensemble et que nous puissions avancer, pourquoi pas, sur une labellisation dans les mois à venir. Et ben voilà une très bonne nouvelle pour nos amis réunionnais. Je voudrais peut-être approfondir la question du financement. Monsieur Zulesi, vous avez entendu en octobre dernier, lors du colloque organisé au Sénat avec la participation déjà de Objectif RER métropolitain, vous avez entendu le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, Alain Yound, plaider avec ardeur pour un déplafonnement du versement mobilité, analogue à ce qu'a obtenu l'Île-de-France pour cause d'urgence olympique. Est-ce que
vous appuyez la demande d'un tel déplafonnement qui est assez général, je pense, dans les grandes autorités organisatrices de la mobilité de notre pays? Très bonne question. Forcément, ça sera au cœur des discussions à venir, comme je l'ai dit, sur le sujet des finances. Peut-être vous rappeler. Et même si j'ai entendu les critiques, je les entends et je les entends et je les considère, hein, mais euh, pendant que le texte de loi, à l'issue de la discussion sur ma proposition de loi, le président de la République faisait une annonce de 800 millions d'euros pour financer des études. De vous à moi, j'ai rarement vu une proposition de loi qui était accompagnée par une volonté du président de la République de financement pour avancer sur les projets. Est-ce que les 800 millions d'euros suffisent euh, pour financer une ambition de 10 services express régionaux métropolitains? Tout le monde s'accorde à dire que non. C'est une c'est un bon départ pour la phase d'étude, mais il est clair que derrière la labellisation, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais derrière la labellisation, pour qu'il y ait du sens et un intérêt des collectivités territoriales, eh bien, il faut aussi qu'il y ait un engagement financier de l'État. C'est ce qui fait que, et au risque de me répéter, on ne pourra pas financer 30 services express régionaux métropolitains. Ceci étant dit, vous posez la question du versement mobilité. Le sujet du versement mobilité, c'est important qu'on se le dise, il n'est pas là pour aller financer de l'infrastructure en tant que telle. Pour moi, le versement mobilité, il est là pour aller financer des services. Et donc, partant de ce principe, il faut que tous ceux qui sont impactés positivement par ce service, les salariés, les chefs d'entreprise, les citoyens, puissent comprendre comment est-ce que ces services sont financés. Et donc, moi, je trouverais intéressant, c'est que la proposition que je pourrais formuler, sur la base de ce dialogue, de travailler à l'acceptabilité d'un déplafonnement du versement mobilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous allez annoncer à des chefs d'entreprise qui n'ont pas toujours le service associé au versement mobilité qu'ils donnent, eh bien, il y a une question d'acceptabilité. Et puis, je le dis aussi de manière très directe, en tant que membre de la majorité, ça peut être aussi un moyen pour eux de dire, écoutez, ce que vous avez enlevé en termes d'impôts de production, en fait, vous venez de nous le remettre d'une autre manière avec le versement mobilité. Donc moi, je serais d'avis qu'il y ait aussi un dialogue localement. À partir du moment où il y a une acceptabilité sur le déplafonnement et le niveau de déplafonnement, eh bien c'est sur la base de cette proposition collectivité territoriale, chef d'entreprise, comme ça s'est fait en région Bretagne. En région de Bretagne, il y a eu ce dialogue. Et c'est grâce aussi à ce travail-là qu'un certain nombre d'amendements avaient été déposés, parce qu'il y a eu un dialogue localement et parce qu'il y a eu une volonté partagée de dire oui, si on augmente le versement mobilité, derrière, on assure un service et vous aurez forcément des salariés qui laisseront leur voiture au garage et qui prendront beaucoup plus facilement des services de transport. C'est ma position sur le versement mobilité. Il faut rappeler que c'est là pour financer avant tout des services. Le deuxième sujet, peut-être vous rappeler aussi pourquoi est-ce que on a voulu s'appuyer sur la Société des grands projets, la Société du Grand Paris devenue Société des grands projets, notamment pour financer des infrastructures, parce que et ça a très bien marché sur le périmètre du Grand Paris, la Société des grands projets a une capacité à lever de la dette, et une dette valorisable, des green bonds, qui sont en capacité d'accompagner cette démarche d'investissement sur l'infrastructure. Et ce modèle-là me semble très intéressant euh, et peu connu, je le dis, peu connu du grand public. Et sur la base de ma proposition de loi, eh bien, nous allons avoir la possibilité d'aller mieux financer de l'infrastructure, pas du service. Et puis, je le disais, et je sais que les collectivités territoriales ne pourront pas euh, tout financer, c'est certain. Il faudra un travail partagé entre l'État et les collectivités territoriales, de sorte à ce que nous soyons tous ensemble au rendez-vous du financement des services express régionaux métropolitains. Mais je ne voudrais pas faire la conférence de financement avant, euh, avant son organisation et avant notre entreprise.
Bien entendu, on ne va pas jusqu'à vous demander l'impossible. J'entends sur ce point, c'est aussi la priorité au territoire que vous formulez à propos de la question du versement mobilité. Il y a un autre écueil majeur sur le plan financier qui a notamment été un mur un peu infranchissable lorsque la France a voulu développer les tram-trains il y a environ 25 ans. Ce sont les péages et notamment le fait que il n'y a aucune dégressivité euh, proportionnelle à l'intensité de la fréquentation. Et donc, plus une autorité organisatrice de mobilité met des trains à une grande fréquence, plus elle perd de l'argent. Est-ce qu'il y a lieu d'essayer de sortir de ce cercle infernal, étant entendu que la France a la réputation d'avoir les péages d'infrastructures ferroviaires les plus chers d'Europe? Très bonne question. Alors, le premier sujet, ça permet aussi de mettre en avant le travail réalisé par le Sénat, puisque dans le cadre de ma proposition de loi, le Sénat a souhaité mettre dans le texte la nécessité d'avoir des tarifs spéciaux de péage ferroviaire pour les services express régionaux métropolitains. Donc ça, c'est bien dans la loi, et donc il y aura une négociation localement pour sans doute faire baisser ces péages ferroviaires. J'alerte simplement à la fois sur ce sujet, mais aussi sur le sujet des péages ferroviaires sur des plus longues distances, puisque on attend avec impatience le rapport du gouvernement sur le sujet. Moi, j'alerte simplement sur ce qui pourrait demain, et je sais que je suis peut-être un peu minoritaire à partager cette position, mais ce qui pourrait être perçu demain comme une mauvaise solution. Parce que si vous décidez de baisser les péages ferroviaires en disant ben, baisser le péage ferroviaire et mécaniquement il y aura une répercussion sur le prix du billet de train, j'alerte. J'alerte parce que non seulement je ne suis pas certain qu'on aura une baisse significative, mais en plus de ça, cette baisse de péage ferroviaire aura forcément des conséquences dans les budgets d'entretien de notre réseau. Parce que à l'heure où, courant d'année 2024, 2025, on va nous rappeler à quel point l'argent ne tombe pas du ciel, eh bien, s'il n'y a pas de compensation, c'est forcément de l'argent qui manquera dans notre réseau et on en subira forcément les conséquences. Donc, moi, je pense qu'il faut appliquer cette base de péage ferroviaire avec beaucoup de tact et surtout en faire attention parce qu'il ne faudrait pas que ça manque dans l'entretien de notre réseau. Voilà ma position sur le sujet des péages ferroviaires. Alors voilà, ça c'était les questions principales que je souhaitais vous poser en ce qui concerne le financement. Il y a enfin, je vois des bras qui se lèvent et j'invite la personne à formuler sa question. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Cécile Germain, région Grand Est. Moi, j'avais une question sur la cohérence entre la signature des contrats plan État-région volet mobilité et le développement des SERM. Par exemple, moi, je suis de Mulhouse. On a le SERM Mulhouse-Bâle et en fait, c'est les trois projets qui sont dedans. C'est pratiquement le plus important, celui qui va prendre tout l'argent. C'est la nouvelle ligne vers l'Euro-Airport, alors qu'une ligne existe déjà. Donc, on n'encourage pas de nouvelles personnes à prendre le train. On ne développe pas des nouvelles mobilités pour des personnes qui n'ont pas accès. Alors, moi, je me pose vraiment la question de la cohérence, parce que visiblement, de l'argent, il y en a, mais visiblement pas pour ceux qui en ont besoin. Merci. Et je suis désolé de vous faire une réponse peut-être un peu politique, mais euh, je- je- les CPER ont été négociés entre région et État. Et donc, ça me semble compliqué, moi, aujourd'hui, au nom de la libre administration des collectivités territoriales, de venir, si vous voulez, me mêler des négociations qui ont eu lieu pour définir le financement de tel ou tel projet. Mais je note la problématique
et je le ferai passer notamment dans la négociation des futurs. Parce que il y a d'autres CPER qui doivent être signés, donc je passerai le message de sorte à ce que tous les projets puissent être regardés à l'aune de ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale, notamment sur notre ambition sur les services express régionaux métropolitains. Je sais que ma réponse ne répond pas du tout à la problématique qui vous concerne localement, mais comprenez qu'en tant que président d'une commission et porteur d'un texte de loi, ça me semble compliqué de venir discuter des arbitrages entre l'État et la région sur votre territoire. Oui. Une question au milieu de la salle. Oui, bonjour, Fabien Soria de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Moselle, à Metz. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur le processus de labellisation? On a entendu quels sont les critères, mais la loi n'est pas très précise sur ce point. Peut-être y aura-t-il des éléments dans les décrets? Oui, oui, c'est. Merci de me poser la question. Ça me permet de clarifier mon propos par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, on attend un décret qui viendra préciser, et je l'espère, puisque c'est comme ça que je l'ai proposé, les différents critères que j'ai cités tout à l'heure. Et donc, sur la base d'une proposition qui émane euh, des élus, eh bien, il y aura une labellisation du ministère des Transports par arrêté, tout simplement, qui définira une première liste, je pense, de services express régionaux métropolitains labellisés. Et là, encore une fois, et ce n'est que mon avis, je pense que derrière cette labellisation, il ne faut pas seulement avoir une reconnaissance nationale, il faut que financièrement, il y ait un travail fait avec les collectivités territoriales, de sorte à ce que l'État prenne toute sa part dans le financement des projets. Mais les deux étapes, c'est la constitution en local avec un consensus politique pour que tout le monde s'accorde, grande partie, majorité s'accorde sur le projet, une proposition au ministre, et deuxième étape, l'arrêté qui acte la labellisation. Merci. Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie. Je voudrais revenir encore sur la question des financements. Vous avez indiqué vous venez de répondre en partie sur la conférence des financements. J'aimerais quand même que vous nous disiez encore un petit peu plus sur comment, pour vous, elle est organisée, qui la convoque, par exemple, qui l'anime, quelle est réellement sa mission. Et puis sur la question des financements, moi je voudrais revenir sur deux aspects. Vous avez répondu sur le versement mobilité, mais me semble-t-il sur la partie qui correspond aux métropoles ou aux agglomérations, si on est sur des projets qui sont sur des agglomérations. Mais reste la question posée d'un financement pérenne, dynamique pour les régions concernant les mobilités. Ça faisait partie des questions qui avaient été posées de manière unanime par tous les présidents de régions au ministre lors du congrès de régions de France, et pour lesquels, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'avancée concrète. Et ça, c'est quand même un point très important parce que les services express régionaux métropolitains vont forcément interroger les régions. Et puis enfin, toujours sur la question du financement, il est souvent rapidement question de financement de l'investissement, mais permettez-moi quand même aussi de poser la question de qu'en est-il du fonctionnement et comment vous envisagez ou vous voyez les choses sur cet aspect-là. Merci. Euh, je n'ai aucune information à ce stade, à la fois sur la date, mais aussi sur les modalités de la conférence de financement. Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas de doute sur le fait que le gouvernement et le ministère des Transports écoutera la volonté de la représentation nationale, mais la moindre des choses, c'est de pouvoir avoir toutes les associations d'élus à cette conférence de financement, pouvoir avoir aussi les associations d'usagers, pouvoir avoir aussi, comme moi je l'ai exprimé, proposer les syndicats patronaux, les syndicats aussi de salariés, de sorte à ce que nous puissions mettre sur la table toutes les possibilités de financement de ces services express régionaux métropolitains. Et donc après le deuxième sujet, notamment sur le sujet financement des services, ça ne passe, peut-être si vous voyez d'autres sources,
pas de difficulté à en discuter ensemble, mais par le sujet du versement mobilité, et en particulier sur le sujet du déplafonnement de ce versement mobilité. Ça pose plein de questions. Et puis, au-delà de la ressource pour les régions, qui me semble aussi une bonne idée, il faut aussi qu'il y ait un consensus au niveau des associations d'élus, parce que je crois savoir que lorsqu'on en parle avec d'autres associations d'élus, ils ont plutôt la volonté de garder cette partie de déplafonnement, de versement mobilité. Donc, même au sein même des associations d'élus, la solution que je vous ai proposée, hein, tous ensemble travailler, de déplafonner et avoir cette partie de déplafonnement pour les régions, ne fait pas consensus aussi au niveau des élus. Et donc, c'est tout ça que nous devons mettre sur la table durant la conférence de financement pour que nous puissions donner, et vous avez raison de le dire, quand on fait des transports une priorité, vous avez raison de le dire, il faut assurer sans doute un financement périn au niveau de ceux qui sont considérés comme les chefs de file de la mobilité, c'est-à-dire les régions. Quand vous évoquez cette notion de consensus, Monsieur Zulesi, ça renvoie aussi à la question de la gouvernance. Il semble que parmi les structures les plus en vue pour gérer des consensus locaux, les syndicats mixtes sont en première ligne. Ce sont des structures où justement les différentes strates de collectivités concernées se rassemblent et peuvent élaborer des compromis et des points de vue consensuels. Est-ce que vous pensez que le déploiement des SERM va conforter ce type de syndicat mixte? Et puis, question adjacente, la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019 a été pensée avant que cette perspective des SERM ne se dessine. Bien qu'elle avait déjà parmi ses objectifs prioritaires le train du quotidien. Est-ce qu'elle est totalement adaptée avec ces nouvelles autorités organisatrices de la mobilité à ces nouveaux services, ou y a-t-il lieu de la revisiter? Bon, moi, je pense qu'on a tous les outils nécessaires aujourd'hui pour assurer une gouvernance qui fonctionne. Et donc, conformément à la volonté exprimée par les associations d'élus lorsque j'ai travaillé ma proposition de loi, il a été demandé beaucoup de souplesse permettant à tel ou tel territoire de choisir plutôt un groupement d'intérêt public ou une structure locale de coordination qui soit en fin de compte choisie en fonction de la volonté de chaque élu. Donc, on a bien prévu dans la loi de laisser toute la liberté aux élus de choisir la structure qui leur convienne, de sorte à avoir quelque chose de souple, quelque chose de flexible et quelque chose qui corresponde aux spécificités de chaque territoire. Donc, désolé de ne pas être plus précis, mais c'était la volonté, et je la comprends tout à fait, des élus lorsque nous avons travaillé ce texte de loi. Il ne me semble pas nécessaire de revisiter telle ou telle structure parce que moi, je le vois bien depuis que je suis élu et c'est là où j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il ne faut rien imposer depuis dans la loi sur la gouvernance. Il faut être en capacité de laisser les énergies, les collectivités territoriales s'organiser et s'adapter à leurs spécificités. Merci beaucoup, Monsieur Zulesi. Je vous en Nous prie. arrivons au terme du temps qui était imparti et je vois que je provoque des frustrations comme très souvent dans ce genre de situation. Je- Mais si je peux juste passer un message en disant que je suis vraiment à la disposition des citoyens, des élus, s'ils ont besoin voilà, de poser des questions, c'est assez simple, ils peuvent me contacter à l'adresse de l'Assemblée nationale. C'est mon rôle en tant que député que d'assurer ce que j'appelle souvent le service après-vote des textes de loi, et je crois que les parlementaires ne le font pas assez souvent, à la fois dans le travail de pédagogie, mais aussi de suivi et de contrôle de l'action du gouvernement, donc vraiment à disposition. très bien, message reçu. Merci beaucoup.